C'est toujours un réel plaisir de vous savoir très nombreux, aimables téléspectateurs. Bienvenue dans Ça fait débat. Oui, l'heure de votre émission est arrivée pour débattre des sujets d'actualité politique. Aujourd'hui, essentiellement, nous allons nous tourner vers la justice. Vous le savez, il se tient à Kinshasa, les états généraux de la justice. Eh bien, des réformes, oui, tout le monde en parle, mais comment y arriver? C'est ce à quoi s'attellent plus de 3500 participants au centre financier ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et après les tensions, Moutamba veut sauver la justice. Comment y arriver déjà que les décors est planté avec cette difficulté entre justice et magistrature? On va en débattre ici, sur ce plateau avec des invités. Pas le moindre, nous avons M. Eric Bissello, juriste proche de l'opposition. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation après toute cette longue période d'absence. Vous n'étiez pas là, on vous a tenté de vous contacter plusieurs fois. Effectivement, c'est pas que nous n'étions pas là, nous avions choisi en fait un moment de répit, des replis aussi, parce qu'il arrive un moment où faire de la politique devient assez dépend. Mais on est toujours actif, c'est-à-dire qu'en même temps étant avocat, je suis également là en train de représenter les intérêts de mes clients en privé. Et puis j'ai parfois aussi ce devoir-là de mettre mes ambitions politiques en arrière et me concentrer sur les intérêts de mes clients. Mais en tout cas, une question aussi primordiale que celle de la justice m'inspire et m'incite à venir partager ma réflexion, surtout qu'on a un ministre de la Justice qui se dit jeune, qui est un ministre, comme le dit Nicolas Kazadi, des réseaux sociaux. Il est important de considérer que la République démocratique du Congo doit mériter des acteurs essentiels à son développement, à son épanouissement. C'est en cela que nous contribuons. Merci beaucoup. Et nous avons également un deuxième invité, M. Jean-Baptiste Kankonda, un habitué d'ailleurs de ce plateau, allié de l'UDPS. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, Madame Boutella. C'est un plaisir. Chaque fois que j'entends votre voix dans mon téléphone, m'invitant pour venir apporter des éclairages sur les sujets de l'heure. Mais c'est aussi un plaisir, une pensée particulière à chef l'autorité morale de cette grande chaîne. Mais permettez quand même de lancer un petit message, un clin d'œil à une dame qui fait un travail exceptionnel. Elle s'appelle Madame Barbara Kanam, qui, une fois qu'elle a été nommée, depuis juillet 2023, a fait des réalisations dans beaucoup de projets, beaucoup de réalisations dans le domaine des fonds promotionnels pour la culture. Rappelez-vous que jusqu'aujourd'hui, les fonds promotionnels pour la culture n'ont pas de bâtiment, c'est-à-dire sont locataires. Depuis la nuit des temps, alors que c'est un organisme générateur, mais génératrice de beaucoup d'argent, jusqu'aujourd'hui, nous pensons qu'il est grand temps que nous puissions interpeller les autorités de ces pays, que ce soit le ministre ou bien la ministre de la Culture, pour pouvoir mettre à la disposition de cette entité des bâtiments nécessaires pour ne pas louer. Vous devez savoir qu'ils louent tous les jours. Ils ont plus de 500 employés qui doivent payer chaque fois. Mais grâce au fonds Valorem qui leur permet de pouvoir quand même tenir tête haute. Comprenez que chaque fin du mois, vous devez payer les loyers d'un immeuble qui ne vous appartient pas, alors que vous travaillez pour l'État. C'est un manque à gagner. Et là, nous demandons au chef de l'État, vous l'avez nommé, au ministre de ce secteur-là, d'essayer de revaloriser ces fonds de promotion culturelle, où il y a eu beaucoup de réalisations. J'ai dit, dans un court temps, Mme Barbara Kanam a réalisé beaucoup de choses. Nous y reviendrons peut-être dans une émission bien élaborée. Et c'était votre biscotte pour l'émission. Nous avons également Mme Odia qui nous a rejoint. Bonjour. Et bonjour. C'est un réel plaisir toujours de partager ce plateau avec vous. Le plaisir est partagé. Merci pour votre invitation et salutations à ceux qui nous suivent et à ceux avec qui nous débattons. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes également avocat, mais aussi acteur politique, membre du Front commun pour le Congo. C'est ça. Nous avons M. Henri Kalimassi, analyste politique, membre également de l'FDC, de Modeste Bahati, membre de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, je salue aussi mes co-débatteurs. Nous sommes là pour la cause de la République et particulièrement sur les états généraux de la justice. Je crois que la population sera édifiée et saura aujourd'hui ce que le pouvoir en place fait
pour le bien-être de la population congolaise. Parlons justement de la justice, les États généraux. Ce n'est pas une première en République démocratique du Congo. Vous le rappellerez, il y a eu des États généraux sous Joseph Kabila Kabange, je crois entre 2015 et 2016, sur les États généraux de la justice. Aujourd'hui encore, cette question revient sur l'état de santé de la justice congolaise, puisque le président de la République l'a dit, la justice est malade. Des réformes, oui. Comment y arriver avec l'affluence politique, avec les magistrats qui réclament leur indépendance et ces conflits persistants qui semblent naître et prendre corps entre le ministère et la magistrature. Madame Odia, je commence par vous. Vous portez mon prénom également et vous êtes la seule femme ici parmi les intervenants. Alors, comment comprendre les États généraux à l'heure actuelle? C'est on va dire, un exercice qui justement met ensemble aussi bien les acteurs politiques et les animateurs au sein de l'appareil judiciaire, de sorte à relever les problèmes de notre société, comment les résoudre et comment avancer, mais surtout dans la bonne direction, parce que comme vous le savez, la justice élève la nation. Un pays ou une nation où il n'y a pas de justice, on va carrément dire que c'est une nation qui voit la perdition, c'est la jungle. Il est donc important que la justice fonctionne convenablement. Je reviens maintenant sur ce que vous aviez dit. Est-ce qu'il suffit seulement de tenir les États généraux de la justice pour résoudre le problème des aides de justice? Je ne pense pas que cela soit suffisant. Je pense d'ailleurs que ce ne soit pas opportun lorsque les États généraux se sont tenus en 2015 et que toutes les recommandations n'ont pas encore été, on va dire, exécutées. On voit le nouveau pouvoir tenir les États généraux sans revenir sur ce qui s'était décidé avant. Je n'ai pas vraiment suivi, parce que comme vous le savez, je suis très réaliste, d'autres diraient pessimiste. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste, je n'attends pas grand-chose de la part de ceux qui nous dirigent actuellement, parce que chaque fois, ils ont emprunté de raccourcis, chaque fois, ils ont violé la loi, ils n'ont pas respecté les principes. Alors, je ne sais pas vraiment compter sur eux. Mais il y a un paragraphe qui a attiré mon attention, c'est celui du président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est au moins lui qui est revenu sur ce qui a été fait avant. Et les politiques, quant à eux, ils étaient dans les folklores. Ils pensaient que les gens étaient vraiment là pour s'amuser. On n'a pas senti, en tout cas, on a vu que des politiques qui viennent s'attaquer aux magistrats, c'est maladroit, c'est malsain, c'est incorrect. La responsabilité d'améliorer les conditions de vie dans un pays, elle incombe premièrement à l'autorité politique. Quand l'autorité politique ne fait rien et il vient s'attaquer à l'autorité judiciaire, il est en train de se dédonner. Celui-là n'est pas à sa place. Pourquoi je le dis? Dans un pays, au moment où le président Kabila dirigeait le pays, c'était des réformes. La justice, je l'ai dit autrefois ici, je le répète, c'est un appareil. On appelle ça appareil judiciaire. Appareil, même quand il est neuf, si vous ne l'entretenez pas, il va vite s'amortir. Et il ne pourra plus convenablement vous servir. Et on ne peut pas dire que sans réforme, la justice peut s'améliorer. C'est ainsi qu'à cette époque-là, en tout cas au moment où Joseph Kabila dirigeait le pays, il y avait des réformes. Des réformes, ce sont des changements qui sont portés par des lois. C'est ces changements qui vont rester lorsque les dirigeants de l'époque seront partis, mais il y aura des lois et les citoyens vont continuer à appliquer ou à faire appliquer ces lois-là. Mais est-ce que depuis que le régime du président Félix Tshisekedi a commencé, y a-t-il eu des réformes? Il n'y en a pas eu.
il y a eu que des mesures, parce qu'il y a des gens qui confondent des réformes et des mesures. Des mesures, c'est tel que les recrutements des nouveaux magistrats. Ça, ce n'est pas une réforme. C'est une mesure. Alors, en 2009, il y a eu recrutement des nouveaux magistrats. Alignés en 2010, le premier lot, et le second lot était aligné en 2011. Mais pendant que Félix Tshisekedi dirige le pays, on recrute, on aligne certains en 2023, en promettant d'aligner d'autres en 2024 jusqu'à ce jour. Ceux qui devaient être alignés en 2024 ne sont toujours pas alignés. On voit les magistrats, les nouvelles recrues faire des marches par-ci, par-là. Ça veut dire que même en termes des mesures, soit ils ne les prennent pas et lorsqu'ils les prennent, ils ne les exécutent pas. Comment vous pouvez attendre grand-chose venant de ceux qui nous dirigent? Il n'y a pas eu... Moi, j'ai tout simplement vu des gens qui s'attaquent aux magistrats. Les magistrats, moi, je pense que pour qu'ils se comportent bien, il faut justement qu'ils respectent les principes et les lois qui leur sont soumis. Mais ils prennent naturellement l'exemple sur l'autorité politique. Est-ce que l'autorité politique, actuellement au pays, il respecte la loi? Il ne la respecte pas. Prenez d'abord le Conseil supérieur de la magistrature. Prenez la Cour constitutionnelle, je voulais dire. Il y a des membres de la Cour constitutionnelle qui sont hors mandat. Ça n'inquiète ni l'autorité politique, ça n'inquiète ni justement les hauts magistrats, ceux qui constituent la Cour constitutionnelle. Si ceux-là ne respectent pas la loi, pourquoi vous exigez le respect de la loi à d'autres? Quand il n'y a pas de sanction, quand il n'y a pas la crainte justement de la loi qui existe ou de la loi qui est appliquée, qui est respectée, les autres magistrats feront comme les politiques qui dirigent le pays. Personne ne va respecter la loi. Monsieur Kalimassi, les états généraux actuellement de la justice, est-ce que vous l'entendez de cette oreille comme folklore politique, comme un peu du matuvisme, comme l'opposition a tendance à vouloir le dire? Bon, vous savez que nos partenaires d'hier, tout ce que le pouvoir fait aujourd'hui, c'est un malaise pour eux. Et je ne sais pas entrer dans ces dires, mais au moins je sais que depuis que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est là, sans compter les réformes ou les états généraux de la justice aujourd'hui, par rapport à ce que Mme Odia vient de dire, qu'il n'y a pas de réforme depuis sa présence au pouvoir, mais il y a eu plusieurs états généraux qui se sont déjà succédés. Par exemple, les états généraux des mines qui se sont déroulés dans ces pays, les états généraux de la presse, les états généraux aujourd'hui de la justice. Tout ça, c'est pour nous amener aux réformes. Les réformes qui se passent aujourd'hui, ne voyons pas seulement la justice. Le pays est vaste dans son administration. Au niveau de la fonction publique, il y a plusieurs réformes qui se sont déroulées ou passées. Donc, la volonté politique est là. Et nous pensons qu'avec les réformes, les états généraux de la justice, les soucis, c'est de voir cette justice s'améliorer. Quand il dit là-bas qu'on n'a pas tenu compte des états généraux de 2015, bon, c'est aller vite en besogne. Il ne faudrait pas que Mme Odia se penche sur les discours politiques d'introduction de ces états généraux. Parce que le travail de fond sera fait par les techniciens. Le président de la République, lorsqu'il vient comme président de la République et garant de la nation, il est là pour donner les grandes lignes. Tout comme les ministres de la Justice. Ils sont là pour donner des grandes lignes. Mais ce sont les magistrats eux-mêmes, en tant que techniciens, qui vont devoir, au travers des commissions qui seront mises en place, travailler sur les questions des fonds. Donc, c'est pour dire à Mme Odia que le président de la République est en train de travailler. C'est aller vite aussi en besogne de dire qu'on n'a pas tenu compte de ce qui a été fait en 2015. Parce que jusque-là, nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur. À moins qu'elle vienne de là maintenant, là, comme membre d'une des commissions. Mais au moins, on ne sait pas
parler des états généraux de la justice aujourd'hui sans pour autant jeter un coup en arrière et voir qu'est-ce qui a fait à ce que ces états généraux de 2015, parce qu'à cette époque, ce sont eux qui étaient au pouvoir. Si ces états généraux de 2015 n'ont pas marché, je crois que c'est ce qui a poussé aujourd'hui les ministres de la justice actuels de convoquer ou de proposer au sein du gouvernement les états généraux que nous avons aujourd'hui pour voir ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut améliorer et ce qu'il faut apporter par rapport à ce qui a été fait, afin que cette justice puisse aujourd'hui se faire comme il se doit, comme l'attend la population congolaise. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici, madame, pour nous jeter les balles. Moi, je crois que ce débat serait important aujourd'hui, à tout un chacun ici, d'apporter un plus, quand bien même que nous ne sommes pas à l'intérieur, mais ceux qui nous suivent et ceux qui sont dans cette commission-là pourront prendre certaines choses de ce que nous avons aussi à proposer par rapport à ces états généraux qui se passent pour l'intérêt du peuple et de la République démocratique du Congo. Mais à ce jour, M. Eric, les états généraux donnent l'impression en général que ce sont à chaque ministre ou encore à chaque président un état général. On va le dire. Si on regarde bien, on prend les états généraux avec Joseph Kabila en 2010. Aussitôt, Félix Tshisekedi arrive, les états généraux de sport, qui s'est tenu, qui a été promulgué, qui n'a pas été exécuté. On vient avec un deuxième état général de sport, qui, jusqu'aujourd'hui, par exemple, n'est pas encore exécuté aussi. On en vient aux états généraux de la justice en 2015. Les états généraux aujourd'hui en 2024. Qu'est-ce qui a été proposé? Où en sommes-nous avec ces réformes-là? Qu'est-ce qu'il faudrait modifier? Est-ce que finalement, faudrait-il pas qu'il y ait une réglementation, c'est-à-dire une évaluation rythmée? C'est-à-dire, après, par exemple, chaque 5 ans, on revient sur les états généraux pour voir ce qui a été fait, ce qui a été avancé, en lieu et place de donner l'impression que c'est purement politique que cela est fait. Effectivement, vous aviez mis les doigts dessus parce que c'est purement politique, en fait, ces états généraux. Pour une raison qui est simple. C'est vrai, au sortir de 2015, les états généraux organisés sous la gestion de Joseph Kabila a donné lieu en 2017 à un document avec 350 recommandations plus ou moins pour permettre aux citoyens congolais, aux justiciables, à notre République, d'accéder à un état de droit. Et parmi les éléments qui sont dégagés, c'est la réforme de la justice militaire, l'accès à la justice. En fait, ces 350 recommandations sont dans les tiroirs des différents ministres de justice qu'il y a eu dans le passé. Jusqu'à Moutamba, il a également ces recommandations. C'est pour cela que Mme Ouli a tout à fait raison de dire ce qu'a déclaré le président de la Cour constitutionnelle, qui a dit « Ces assises ne pourront se faire avec succès que si les participants commencent par faire une vraie évaluation des recommandations des assises de 2015, de leur niveau de mise en œuvre. » Parce qu'il n'y avait pas seulement de recommandations, mais il y avait également des propositions des cadres qui accompagneraient ces réformes. Alors nous disons une chose, c'est un peu inquiétant, parce que moi, entendre d'entrée de jeu le discours de ministre de la Justice, qui, se réinvente une fonction de ministre de la Justice qui n'est ni conforme au texte légal ni à la Constitution de la République, qui veut être non seulement ministre de la Justice, mais un super juge qui remettra en question les décisions judiciaires, analyserait les décisions des juges, comme si les juges, qui dépendent du CSM, Conseil supérieur de la magistrature, devraient dépendre d'un politique. C'est déjà biaisé comme analyse. Mais il y a de ça également encore des panels qui estiment que, en lieu et place de parler du Conseil supérieur de la magistrature, il faudrait plus parler du Conseil supérieur de la justice, parce que ça semble donner un peu plus de pouvoir aux magistrats en lieu et place de la justice congolaise. La dénomination en soi, ce n'est pas grave. C'est en fonction, c'est qu'est-ce que ça fait. Parce que souvenez-vous du dernier conflit qu'il y a eu entre le ministre de la Justice, qui est un acteur politique, et le Conseil supérieur de la magistrature, de qui dépendent des magistrats de siège.
le ministre de la Justice s'était auto-attribué des prérogatives qui ne dépendaient pas de lui. Ça crée un conflit. Parce qu'on est dans un étroit où les choses sont agencées, sont réglementées. Et Mme Modi a raison encore de dire que à quoi sert de venir nous parler de la justice si les textes qui en font le fondement ne sont pas respectés, à commencer par la Constitution, les traités internationaux. À quoi sert-il de ramener les Congolais autour de la table, de nous parler une fois encore d'une autopsie qui va nous coûter de l'argent, alors que les résolutions prises, si on commençait ne serait-ce que les appliquer avec une bonne volonté, nous pouvons déjà nous améliorer. Moi, je suis choqué d'entendre le ministre de la Justice dire que les magistrats ont déserté l'arrière-pays. Effectivement, c'est une réalité. Mais qu'a-t-il fait? Qu'ont-ils fait depuis 6 ans pour modifier la donne? Moi, j'ai des magistrats qui sont ici, il a dit là-bas, il n'y a rien, je n'irai pas. Mais on se précipite de recruter de nouveaux magistrats. Ça veut dire qu'on va les payer, on a commencé à les payer. Mais en même temps, ils sont tous à Kinshasa. Et puisque ces nouveaux magistrats, ils ont toujours quelqu'un d'affilié, de famille qui est déjà dans le sillage, ben, chacun trouve la belle place. Mais sauf qu'on n'a rien fait pour améliorer les conditions de travail et de vie des magistrats dans la République dans son entièreté. Vous allez juste ici à Kikwiti, vous n'aurez pas la chance de voir un magistrat comme vous le voulez, ni quand il le faut. Alors que c'est à peine à 3 heures, à 300 km, 350 km. On a vraiment un problème profond. Et nous, qui sommes des auxiliaires de la justice en tant qu'avocats, excusez-moi, c'est normal que ça me rend extrêmement en colère, parce que les véritables magistrats, eux qui sont ici, ils ont mis les doigts dessus, autant les bâtonniers nationaux, mais que monsieur le ministre de la Justice actuel, Moutamba, veulent transformer cela combien de temps une tribune pour s'attribuer les bonnes grâces du président de la République, je crois que c'est déjà très très mal parti et c'est normal que ça nous met un peu en porte-à-faux, ça nous met un peu en porte-à-faux parce que nous ne nous attendons pas à autre chose qu'à cette volonté qu'il a même manifestée d'arriver à donner au chef d'État, pourquoi pas le changement de la Constitution tant voulu, tant entendu. Et si l'instrumentalisation de la justice sert exclusivement aux besoins de la politique, ce n'est plus de la justice. C'est une manipulation pure et simple. Et nous, ce que nous voulons, c'est que c'est les résolutions qui ont été prises, qu'on nous dise qu'est-ce qu'on en a fait. Mais les Congolais lambda qui vous suivent, c'est très bien qu'il y a une injustice dans la justice. Les plus faibles, surtout, qui sont souvent, qui se retrouvent très souvent devant plus forts qu'eux. Par exemple, avec cette question de plénière, par exemple, vous avez vu des Congolais qui ont réclamé, on sent qu'il y a un réel besoin de justice. Donc ça veut dire que c'est un problème qui est réel aujourd'hui. Et comment y arriver? Le problème, il est là. Comment y arriver? Les réformes, c'est pas seulement au niveau des magistrats, c'est aussi cette justice qu'on réclame tant. Parce que quand on parle de cette justice, c'est plus le Congolais lambda qui se sont concernés par cette question. Et comment arriver à lui donner gain de cause en ce net moment, parce que la réalité est qu'il y a une injustice comme pas possible. Parce qu'il n'y a pas de respect des textes. Le citoyen lambda qui vit en fin fond de Tchangou, qui n'a pas accès au courant et à l'eau, ni même à la route, subit la justice du simple policier en armes, sans recours possible. On vous saisit votre moto, on vous saisit votre bien, on arrête votre enfant parce qu'il a les cheveux en locks, on lui demande de payer une amende. Ce qui n'est pas en soi une infraction. Et auprès de qui vous allez vous plaindre? L'autre aspect, allez vous plaindre. On va vous demander au Souciat de donner l'argent pour qu'on achète le BIC. C'est le même système. La soif, elle est là, elle est permanente parce que la justice dans une démocratie est essentielle et nécessaire. Mais le problème en est que ceux qui sont au pouvoir ont-ils besoin de la justice? Parce que ça les inquiétera également. Ça mettra en question les mandats de ceux qui sont en train de manger l'argent de la République sans en avoir la légitimité. Ça remettra en question ceux qui restent dans la fonction sans en avoir la signature. Ça remettra en question ceux qui détournent de l'argent, mais ils font partie des clubs des amis. On est un peu dans cette malheureusement, cette phase où la démocratie est retenue en otage par une minorité. La population, le Congolais lambda, avait senti, avait cru à l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, à cette justice. On l'a vraiment senti, on a dit, il n'y a plus de puissants. Puisque même on a fait tomber le directeur de cabinet, M. Kamere. On a exulté, pas parce qu'on était contre M. Kamere, parce qu'on s'est dit qu'il n'y avait plus des intouchables. Mais finalement, nous avons vite compris que c'était un dramaturge
mélancolique, mais pathétique, puisqu'en finalité, il a été réhabilité. Il est réhabilité après avoir été souillé de tous les déshonneurs. Mais aujourd'hui, vous voyez la situation dans laquelle se retrouve la République. Mais nous sommes constants pour dire que la République nous appartient tous et que dans ce genre de situation, il faut réfléchir en termes de ce que nous devons produire pour les générations futures. Est-ce qu'il nous faut des nouveaux textes ou pas? Comment améliorer des choses? Mais l'amélioration de la justice ne peut se faire sans l'indépendance de la justice, de la machine judiciaire. Et que la justice ne devrait plus dépendre de la signature de politique. Parce que quand M. Moutamba se dit super juge, non. Le juge, des juges existent. Ça s'appelle le juge, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État. Voilà, des organes qui jugent les actes judiciaires posés par les juges en exercice. Monsieur Konkondé, les États généraux de la justice, comment tirer l'essentiel après tous ces jours des panels? Merci beaucoup, Madame Boutella. Une question très pertinente, mais j'ai entendu les gens aller dans tous les sens. Ils font il y a des révisionnistes qu'on refuse dans le monde. Et je n'ai pas compris. Quand j'entends un grand avocat comme Éric Bisselo s'embrouiller, il nous parle de Wiwa qui sont arrêtés, il nous parle de... Alors que la question est simple. Du 27 avril au 2 mai 2015, s'est tenu à Kinshasa les États généraux de la justice. Et qui était l'initiateur? C'était le ministre de la Justice et Droits humains. Parce que là, vous vous contredisez. Comment Moutamba est devenu un super ministre? Je ne suis pas ici pour parler de Moutamba. Deuxièmement, nous devons aussi parler de Moutamba parce que c'est un jeune dynamique qui est en train de s'illustrer. Et qu'ici, aujourd'hui, on nous parle de M. Kabila plus de 6 fois qu'on nous a cité, un homme qui a pris le pouvoir par un putsch et qui a essayé de restructurer la justice de mon pays. Et là, ça m'étonne. Ils ne sont pas modèles. Il y a des gens qu'il ne faut même pas citer quand nous faisons un débat intéressant comme ça. On me parle ici de la Cour constitutionnelle. Je fais juste le toilettage, hein, bien la pédiatrie politique, parce qu'il y aura une thérapie de choc dans ce que nous parlons ici. Mais il y a une loi qui organise la Cour constitutionnelle. C'est la loi la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, organisant la fonctionnalité de la Cour constitutionnelle. Et les juges ici sont au mandat qui dit la loi organique. Ça, c'est un faux débat, on ne nous amène pas ça ici. D'abord, calmez-vous, soyez courtois, un peu poli, s'il vous plaît. Vous avez lu, non, l'article? Madame, calmez-vous, vous n'êtes pas assistante journaliste ici. Un peu de politique, ça va faire du mal à personne. Vous avez parlé, on vous a écouté. Troisièmement, le ministre Moutamba a fait une évaluation. Il y a un détail très important où M. Kelimassi a essayé d'expliquer par rapport aux réformes. Combien de réformes il y a eu dans ce pays? Et dans quel domaine? Quand quelqu'un vous dit ils sont arrivés, ils n'ont jamais fait aucune réforme. Mais ça m'étonne. Soit nous sommes au Congo, soit nous vivons ailleurs. Il y a eu des réformes même sur le plan de la santé. Il y a eu des réformes. Dites-leur de se calmer, c'est désagréable. Ça me dérange. Je vais l'empêcher de parler. Nous avons ici, avant de traiter une maladie, avant d'apporter des solutions à un problème donné, il faut faire des évaluations. Il faut s'arrêter et regarder. C'est vrai, M. Eric, Bisselo me dit ici, il y a eu plus de 2000, 3000 amendements de la fois passée, 350. Vous devez savoir que le temps, les circonstances ne qu'évalent point. Ici, vous ne pouvez pas me dire, dans le temps de M. Kabila, que vous semblez soutenir aujourd'hui, combien de magistrats avaient été arrêtés. Mais je peux vous citer plus de 200 magistrats ou magistrats arrêtés depuis l'avènement de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Allez en prison de Makala, allez voir. Vous savez pourquoi? Monsieur Kankonda,
Monsieur Kankonda. Je vous écoute. Ce sont des mesures ou des réformes? Écoutez, on est en train de parler de réformes. Je suis en train d'y arriver. Permettez. Parce que les réformes en soi, c'est comme on dit, on pose les bases pour justement que les mesures puissent s'appliquer. Voilà. Et lorsque l'on pose des bases, ça ne devrait pas en principe suivre tel régime ou tel autre régime. Ça veut dire qu'il y a une suite logique de choses. Et les évaluations vont se faire par rapport, par exemple, aux États généraux de 2015. Qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les réformes qui n'ont pas été bonnes, qui ont donné des mauvais résultats, qu'il faudrait changer à ce jour? Parce que le Congolais aussi a besoin de ça, ou encore l'appareil judiciaire a besoin aussi d'avoir ces diagnostics par rapport à ce qu'ils font. Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? Qu'est-ce qui n'a pas été bien assimilé? Comment réformer encore autre chose pour avoir finalement atteindre cette perfection de la justice que nous voulons? Qui a la capacité de faire un diagnostic, parce que vous avez cité ce mot, pour savoir que la justice ne marche pas. Le chef de l'État l'a dit, que la justice était malade. Et quand vous écoutez le chef de l'État avant-hier, il a fait le même discours en disant qu'il a trouvé une thérapie et une thérapie de choc. Et quelles sont les thérapies? Parce qu'on vous dit ici qu'il n'y a pas de réforme. Regardez, quand vous voyez M. Dieudonné Kamouleta, président du Conseil supérieur de la magistrature et président de Cour constitutionnelle, a fait une offre, pour recruter le magistrat, les former et puis les envoyer dans les endroits qui doivent travailler. Parce qu'on a vu qu'avec les anciens magistrats que nous avons, ils étaient un peu obsolètes. Il y a eu au moins 2500 magistrats formés et envoyés avec tout ce qu'il faut pour qu'un magistrat puisse mieux travailler. C'est une réforme importante qu'on ne va pas vous dire ici. On n'avait jamais entendu parler de ça et il y aura encore d'autres réformes. Je vous parle de 2500. Ils ont passé d'abord le concours. Après le concours, ils sont passés à l'école où on doit les apprendre des choses. Et ces jeunes, ces magistrats ont été affectés un peu partout. Ce n'est pas une réforme. Alors, qui est capable d'abord de savoir qu'il y a-t-il un problème sur le plan de la magistrature? C'est le ministre qui a fait ces autopsies. Il a compris que, comme nous avons des magistrats, nous avons ici des avocats, parce qu'il a cité aussi, nous avons tous les systèmes. Ça ne marche pas, ça grippe. Voilà ce que nous devons faire. Mais les États généraux doivent se tenir combien de fois? Après les États généraux de 2015, et ça devait se tenir encore quand? Que dit les lois? Que dit le texte? Parce qu'ici, on semble nous donner des leçons. Voilà, ça s'est passé en 2015, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, moi je me suis dit, à un certain moment, on doit s'arrêter. On doit se regarder en face. On doit se dire, voilà, telle chose, ça n'a pas marché, telle ça n'a pas marché, parce que M. Moutamba, il est un avocat, il connaît les malices des magistrats. Moi, je suis défenseur des magistrats. Alors, quand nous parlons comme ça, c'est pour essayer de se faire une auto-évaluation. Mais pourquoi? Nous avons ici, on nous a parlé de la thérapie de choc. Et quelle est cette thérapie-là? Comment les magistrats doivent se comporter? Il n'y a pas la justice de fort et la justice de faible. J'ai entendu ici, on cite l'histoire Caméré. Je ne voudrais pas qu'on fasse du révisionnisme parce que M. Caméré peut vous porter plainte, vous êtes un procédurier, il peut vous dire, monsieur, la loi m'a blanchi, ne revenez pas là, sur ce problème-là. Si la justice doit pouvoir juger quelqu'un, mais c'est sa liberté. La justice, elle est indépendante. Quand vous parlez de Conseil d'État, ainsi de suite, est-ce que M. Kamere ne peut passer par là? Parce que je vois que c'est un faux débat. Il y a des choses qu'il ne faut pas revenir citer pour ne pas vexer les autres. Parce qu'il a été blanchi, point barre. Et personne ne l'a envoyé, que ce soit le chef de l'État, qui que ce soit pour lui dire, allez faire ce que vous venez de dire dans votre bouche ici. Je vous écoute. J'ai même perdu ma question. Je voudrais vraiment revenir sur ce que vous avez dit avant. On est en train de parler de réforme. On est en train de parler de la justice en soi. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà la question, elle est là. On semble résumer le problème de la justice aujourd'hui sur les magistrats. Est-ce que ce n'est pas déjà un calcul biaisé au départ? Est-ce que le vrai problème,
c'est seulement les magistrats. Bon, ça c'est votre façon de comprendre les choses. Nous parlons ici du système judiciaire de notre pays. Qui y font partie? Nous parlons du système judiciaire. Et il y a un ministre qui a été nommé et qui a les prérogatives d'organiser le secteur et d'y apporter une thérapie, comme on dit, d'apporter des solutions. Ça peut être une personne qui a un cancer. Il faut adapter le médicament, le traitement par rapport à son état, son poids, voire son vécu. Ça, ce sont des choses élémentaires. Quand M. Moutamba réfléchit, et qui était invité là? Il y avait tout le monde. J'ai vu le pasteur, j'ai vu le footballeur, j'ai vu tout le monde. J'ai vu le diplomate accrédité au Congo qui était là. Ce n'est pas leur problème, mais ici, ça parle de notre justice. Moi, je me dis, quand on se pose de bonnes questions, nous avons de bonnes réponses. Et les bonnes réponses ici, c'est quoi? Parce que nous nous sommes arrêtés, on a regardé derrière, on a vu ce qui a marché, ce qui n'a pas, avec les différents successeurs de M. Moutamba. Il a dit non, il est grand temps. Moi, je ne parle pas ici seulement des magistrats. On parle aussi des avocats, on parle de tout le monde. Parce que quand vous écoutez M. Moutamba, parce qu'il connaît bien le système, comment ça marche chez nous, que ce soit avec les avocats, que ce soit avec les magistrats corrompus, véreux, que ce soit avec... Il a compris qu'il y a moyen de changer les choses. C'est vrai que quand on doit faire des réformes, les réformes, ça fait toujours mal. Il y a eu, ça va se terminer, je crois, demain ou bien la semaine prochaine. Il y aura des résolutions. Ce que nous allons demander, c'est que toutes les résolutions qui sont sorties des experts, des magistrats eux-mêmes, des avocats et tous les panélistes qui ont composé cette union doivent pouvoir être mises en place et appliquées. Et la demande chez Moutamba, c'est de lui dire, écoutez, messieurs, vous avez fait un bon travail, voilà, nous avons eu aujourd'hui les états généraux de la justice, qu'adviendra-t-il après 5 mois, après 6 mois? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Ce n'est pas de critiquer, nous n'avons que ce pays. Et je vous ai parlé ici, quand on doit faire l'autopsie de la chose, quelqu'un peut être mort, mais il n'est pas mort. Peut-être que c'est une mort cérébrale. Peut-être qu'il est mort définitivement. Qui doit faire le médecin légiste? C'est pour essayer de voir, comprendre. C'est vrai qu'il s'est mort. Qu'est-ce que nous devons apporter comme solution? Comme le chef de l'État l'a dit. Il a dit, maintenant, il y a le remède par rapport à cette justice qui était malade. Je suis en train de donner les solutions avec le ministre qui est ici. Et on a besoin de l'aide de tout le monde. Madame Odia. Donc, voilà. Madame Odia. Aujourd'hui, on parle, c'est vrai qu'on est en train de parler des États généraux, mais il y a aussi la politique en soi qui a plus de pouvoir. On le sait comment fonctionne également la politique en Afrique, au Buzet, ou ailleurs d'ailleurs. On sent que la politique a toujours des moyens de pression sur la politique, où on voit qu'il y a des justices à double vitesse. On prend des cas où la justice dit, par exemple, tel est interdit de sortir du pays, il sort quand même, et puis on se dit finalement, est-ce que le vrai problème, ce n'est pas aussi cette politique qui se mêle un tout petit peu trop sur les questions judiciaires? Votre question tombe à pic, justement, je devais aborder cet aspect de choses. J'ai constaté que quand on parle des états généraux de la justice, beaucoup ont tendance à ne voir que l'administration de la justice. Ça commence pas par là. Quand on parle de la justice, c'est d'abord l'égalité des citoyens devant la loi. Est-ce que les citoyens sont-ils traités de la même manière? Est-ce que les droits des citoyens sont respectés? Un Congolais peut, aujourd'hui à Kinshasa, quitter sa maison et savoir avec exactitude combien il doit avoir en poche pour son transport, aller et rentrer. Est-ce qu'il sait combien il doit avoir en poche pour sa nourriture? C'est la violation aussi des droits des citoyens. Mais apparemment, ça ne les intéresse pas. Pourquoi? Parce que la responsabilité, en ce moment-là, c'est la responsabilité de l'autorité politique. Qu'est-ce que vous faites des moyens de l'État? Des moyens financiers, les moyens techniques, même les lois, vous en faites quoi? Est-ce que vous les respectez? Les citoyens, il est alors victime. Moi, j'ai dit une fois qu'il est orphelin
de l'autorité. Les autorités ne sont pas là pour eux. Chacun est laissé pour compte. En dehors de l'égalité de tous devant la loi, mais la vie en société, comment on la mène? Est-ce que toutes les affaires, tous les différends doivent être gérés en justice? Cet effort, l'autorité politique doit aussi le fournir. La sensibilisation, la moralisation de la société. Aujourd'hui, nous sommes dans la dépravation, de mœurs. Pourtant, il y a un ministère, je pense, de la nouvelle citoyenneté. Voilà. Mais en même temps, on voit même un ministre, ça me scandalise. Généralement, quand je vois ça, ça me scandalise. Un ministre, un député qui va porter plainte contre un journaliste, par exemple. Alors que ces ministres-là, c'est vrai que c'est un citoyen, mais il a une autorité sur ceux qui sont supposés, dans une certaine mesure, administrer la justice. Qu'est-ce que l'État dit par rapport à cela? C'est ainsi que vous me voyez, quand j'évoque ces choses-là, revêtir ma qualité de politique pour vous faire voir comment l'État était quand même géré autrefois par rapport à ce jour. Il suffit de constater, d'observer la société et de se rendre compte qu'il y a un fait qui dérange. Alors comment l'autorité politique doit prendre des dispositions pour résoudre ce problème-là dans la société? C'est ainsi que vous voyez que ces États généraux, autrefois ça s'était tenu en 2015, pour justement donner lieu à des réformes. Je vous ai dit que depuis l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir, il n'y a pas eu de réformes, ça c'est une vérité. Il n'y a pas eu des lois qui viennent changer le cours normal dans un secteur donné de la justice. En tout cas, là je parle d'abord de la justice. Les réformes, autrefois, il y en avait. On parlait de la Cour, oui, on parlait de la Cour suprême. Aujourd'hui, c'est la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Ça veut dire que ce sont des lois. Mais ces États généraux qui se tiennent aussi dans l'objectif d'avoir justement ces réformes dont vous évoquez. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on a fait des précédentes? C'est une question qu'on doit se poser, non? Ils sont revenus sur la même chose qu'avait fait dans une certaine mesure le ministre Alexis Tambouban à l'époque des États généraux de 2015. Pour revenir sur le fait que les magistrats ne veulent pas rejoindre l'arrière-pays. Parce qu'ils pensent que là-bas, ça c'est pas viable. Mais entre-temps, pendant toutes ces années, comment vous êtes-vous comportés pour que nos compatriotes qui sont à l'arrière-pays aient droit de la même manière que ceux qui sont à Kinshasa, par exemple? Alors là, vous sous-entendez que aujourd'hui, les prisons... le réel problème, ce n'est pas les États généraux, c'est plutôt politique, où on doit parler du social qui ne répond pas aux normes, ce qui ne permet pas que le fonctionnement puisse suivre son cours normal. Autrefois, je pensais qu'il ne manquait que la volonté politique. Mais à ce jour, je commence à me rendre compte qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas à leur place. Pas seulement par manque de volonté politique, mais qui ne sont pas vraiment outillés, qui n'ont pas la vraie connaissance de la matière. On est en train de parler ici de la loi qui n'est pas respectée par l'autorité politique. Vous n'allez pas demander à un citoyen de la respecter quand vous-même, vous ne respectez pas la loi. Je vous donne un exemple, mais ce n'est pas ce débat-là qu'on va tenir à ce jour. Quand nous avons la Constitution qui organise comment on peut la réviser, qui ne prévoit pas la possibilité de son changement, et que l'autorité politique vient vous dire qu'on doit changer la Constitution. Ça veut dire que pour lui, la Constitution n'existe pas. Il l'a carrément mise à la poubelle. Mais il exige aux magistrats, il exige à l'avocat, il exige aux citoyens de respecter les lois. Mais vous faites quoi de la loi fondamentale? Celle-là pour laquelle vous vous étiez engagé d'exécuter et de respecter. C'est ça ces questions. Alors, quand il vous parle même du Congo, vous avez l'impression qu'il parle d'un autre Congo. Vous avez l'impression qu'ils n'ont pas la même histoire que nous. Et quand ces gens-là nous dirigent, ils ne peuvent que mal diriger. Peut-être pas par mauvaise foi, tout simplement par ignorance.
C'est ça le grand problème. C'est ça les maux de notre société en ce moment. C'est vraiment de se rendre compte que voilà, telle autorité qui est supposée diriger ce secteur développe beaucoup de lacunes. En conséquence, c'est les citoyens qui vont souffrir. Il y a quelques jours, je me suis rendue dans le cachot parce que je suis avocat, comme vous le savez. Mais actuellement, la surpopulation qu'on avait évitée en prison, là, c'est dans les cachots. Imaginez-vous un cachot de 2 mètres carrés avec 100 détenus, 200 détenus, des cachots. Parce qu'il y a eu une mesure du ministre qui interdit le transfèrement des détenus en prison. Que faites-vous maintenant de ces détenus qui ont fait 3 mois dans les amigos du parquet? On fait comment? Comment ils vivent? Quelle est la responsabilité de l'État par rapport à la vie de ces citoyens-là? Parce que parmi eux, il y a des innocents qui sont détenus préventivement par rapport aux éléments du dossier présenté au magistrat. Il est là, privé du droit de travailler, du droit de répondre à ses charges. Ça, c'est la responsabilité de l'autorité politique. Vous êtes en face d'un magistrat qui dit qu'il attend certains éléments du dossier pour pouvoir décider de la libération ou de la fixation, justement, de la fixation de son dossier. Mais le magistrat lui-même a pitié du détenu. Il a pitié du détenu, mais en même temps, il ne peut pas le libérer parce que les éléments qu'il attend peuvent l'inculper, peuvent le charger. En même temps, il a du mal à le garder parce que c'est quand même un humain. Tout ça, l'autorité politique fait quoi? C'est ça mon questionnement. Et quand vous avez l'autorité politique qui ne trouve pas, qui a de mal à garder nos compatriotes dans ces conditions-là, ne me dites pas qu'il ferait plus que ça. Parce que ça, c'est élémentaire. Ça, c'est élémentaire. Il suffit d'une mesure, il suffit d'une correspondance rédigée, adressée au magistrat pour que ces compatriotes-là vivent dans les meilleures conditions. Vous comprenez un peu pourquoi je suis exigeante sur ce point. C'est parce que les ABC ne sont pas garantis. C'est ça le problème. Moi, ça me touche, ça me dérange en tant que politique. Et c'est ainsi que je vous dis que, au moment des États généraux, je n'ai vu que des politiques en train de se jeter des fleurs, en train de se dire que vous êtes le premier à avoir fait ceci, moi je suis le premier à vous accompagner, mais finalement, il n'y a rien de concret. Je termine par vous dire que, au moment où l'actuel gouvernement arrivait, j'ai vu le ministre de la Justice organiser les consultations populaires. Quelle a été la conséquence de ces consultations? Certainement qu'ils vous diront, voilà, il y a une famille qui était déguerpie, qui a récupéré sa maison, ou Mais ça, c'est pour un seul citoyen. La mesure que vous avez prise là, elles doivent aboutir à des mesures qui seront bénéfiques à tout citoyen qui se retrouverait dans ces cas-là et dans ces conditions-là. Vous voyez que ce n'était que du folklore. Je vous l'avais dit. Aujourd'hui, plusieurs semaines après, vous pouvez me donner raison. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Est-ce qu'il y a eu des interpellations? Et surtout quand le président de la République vous dit que l'heure des reproches ou l'heure de reproches est révolue, maintenant c'est la sanction. Ça veut dire que pendant 6 ans, il n'y avait eu que des reproches et pas des sanctions. Et maintenant, ça sera la sanction? Est-ce la bonne sanction ou l'arbitraire? C'est tout ça le problème. Or, la reproche ne peut pas être dissociée à la sanction. Il suffit seulement de mettre en place des principes. Quand celui-là ne les a pas respectés, soit vous l'interpellez quand il est encore question des blâmes, soit vous les sanctionnez et au moins la vie sera paisible en société. Monsieur Kalimassi, l'influence justement de la politique sur l'appareil judiciaire. Madame, il n'y a pas d'influence. Parce que notre constitution est claire là-dessus. Par rapport aux différentes institutions que nous avons, dont l'institution présidence, l'institution parlement, l'institution gouvernement et l'institution conseil supérieur de la magistrature. Et vous ne pouvez pas être l'entraîneur d'une équipe et lors du match, on vous écarte. C'est ce qui s'est fait par rapport aux États généraux de 2015. S'il faut répondre
à nos co-débatteurs, si ça n'a pas marché ou ça n'a pas tenu toutes ces recommandations, c'est parce que le ministre de Justice avait convoqué les États généraux pour quelque chose qu'il ne va pas gérer. Ce qu'il devrait gérer, c'était le Conseil supérieur de la magistrature. Et lui, comme il n'avait pas une mainmise sur le Conseil supérieur de la magistrature, alors le Conseil supérieur de la magistrature s'est retrouvé comme une structure dont personne ne peut toucher. Alors, le ministre actuel de la Justice, par l'entremise du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, après diagnostic, ils ont constaté qu'il ne faudrait pas laisser la chose pourrir. Il y a eu 350 recommandations. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est la raison d'ailleurs de ces états généraux. Pour Constant Moutamba, il ne faudrait pas laisser le conseil de la magistrature seul. Il faudrait qu'il y ait un arbitre, n'est-ce pas, qui devra désormais avoir un droit de regard sur ce que font les magistrats et les conseils supérieurs de la magistrature. Tenez, madame, le ministre de la Justice, tout comme l'exécutif, n'est-ce pas? Comment il peut travailler avec les parquets, mais il n'a pas la même mise sur les juges? Donc, vous faites du travail en amont ou en aval, mais en amont, les juges que les parquets envoient les dossiers, en font de ces dossiers-là leur fonds de commerce. Alors que l'exécutif, au travers les parquets, fait tout pour que même la population dont parle Mme Odia puisse se retrouver dans ses droits. Voilà pourquoi M. Constant Moutamba, peut-être moi je ne suis pas dans son esprit, n'est-ce pas? Mais je suis en train de voir les recommandations lorsqu'elles sont faites. Il y a de ces recommandations qui sont traitées à moyen, à court et à long terme. Et pour que ces recommandations soient prises en compte, il faut les lois certainement telles que l'a dit Mme Odia. Mais il y a certaines lois qui doivent être soutenues par la Constitution, n'est-ce pas? Qui est la loi fondamentale. Pour arriver peut-être à contenir ou à respecter ou à marcher par rapport aux recommandations données. D'où, si je vois bien tout ce que M. Moutamba est en train de vouloir faire aujourd'hui, c'est rentrer dans la Constitution et revoir les articles 82 de la Constitution, 149, 150, et 151 et 152. Une fois que ces articles seront révisés, je crois que le ministre de la Justice aura une mainmise. Pourquoi pas participer aussi ou être introduit dans les conseils supérieurs de la magistrature, afin d'avoir une mainmise par rapport à ce que font les juges. Mais si, dans votre hypothèse, si ceux qui sont là se considèrent un tout petit peu comme des petits dieux, qu'est-ce qui empêcherait celui qui va rejoindre lui aussi de se comporter comme un petit dieu? Écoutez, madame, nous ne pouvons pas être pessimistes si réellement nous aimons notre pays. Moutamba, ce n'est pas lui le premier ministre de la justice depuis que le ministère a existé. Quand bien même qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire voir aux gens que peut-être Moutamba est devenu le démon des magistrats. Mais Moutamba est en train de baliser peut-être les chemins pour ceux qui viendront après lui. Le problème ici, c'est de revoir notre système judiciaire. Il a dit dans son discours introductif qu'il voudrait voir le huissier de justice jouer son rôle, qu'il voudrait voir, indépendamment de la volonté du juge, qu'il voudrait voir les greffiers jouer son rôle, indépendamment du juge ou indépendamment du huissier. Il voudrait voir les magistrats jouer son rôle, indépendamment de la politique, ou les juges jouer son rôle, indépendamment de la politique. Vous comprenez? C'est ce que nous évoquons tous ici. C'est la maladie qui a existé, que peut-être Moutamba, au travers de ses états généraux, voudrait voir
par les recommandations qui seront ressorties de ces états généraux, recadrer certaines choses qui ne marchaient pas par rapport à notre justice. D'où justement... Raison pour laquelle, aujourd'hui, moi, je voudrais demander encore une fois de plus à tout un chacun ici, d'oublier le passé et de repartir dans de nouvelles bases, de contribuer, tel que Mme Odia est en train de le dire, que Mme Odia nous dise, comme hier, ils ont fait des réformes par rapport à notre justice, quand bien même que ces réformes n'ont pas marché aussi, et continuent à stagner, qu'elle essaie de nous donner ses contributions par rapport à ces états généraux d'aujourd'hui, et à qui vont apporter un plus. Au lieu de continuer à condamner, moi je crois que Mme Maodia, c'est l'occasion qui vous est donnée aujourd'hui de nous donner des recommandations qui vont s'ajouter à ce qui se passe aux états généraux convoqués par l'actuel ministre de la Justice. Donc vous rejoignez également ceux qui pensent que ces états généraux, c'est tout simplement pour ouvrir aussi cette brèche sur la question de la révision de la Constitution. Écoutez, la révision de la Constitution, nulle part il est dit qu'il n'est pas révisable. Donc ce n'est pas un péché de réviser la Constitution. Surtout s'il s'agit de la République. Raison pour laquelle je vais épingler les articles, peut-être qui ont bloqué les 350 recommandations de 2015. Si on peut réviser ces articles aujourd'hui pour permettre aux nouvelles recommandations qui seront prises à ces états généraux des marchés, moi, je ne trouve pas le mal de réviser la Constitution. Vous comprenez, madame? Donc, que les gens ne voient pas seulement des mauvais côtés de la révision constitutionnelle, qu'ils voient aussi l'intérêt de la République, surtout si jamais les recommandations qui sortiront de ces états généraux pourront pousser à ce que les législateurs puissent toucher à ces articles que je viens de citer, madame. Monsieur Eric Bisselo, les textes, la politique, également les réformes, aujourd'hui, ne craignez-vous pas que, puisque ce sont des actions politiques, ils sont faits avec des politiques, et l'histoire de ce pays nous renseigne que à chaque président des réformes, à chaque ministre des réformes dans son secteur, ne craignez-vous pas, par exemple, que autant d'énergie puisse être dépensée sur les états généraux aujourd'hui et qu'on finisse, par exemple, qu'il y ait remaniement avec un nouveau ministre, que ce soit lettre morte. Parce qu'on l'a vécu avec les états généraux de sport. Jusqu'aujourd'hui, depuis 2010, promulgué par le chef de l'État, mais ça ne s'applique pas. Quand vous allez chez les sportifs, ils vous disent que oui, ils ont fait ça, il y a des endroits où ils n'ont pas bien compris, ce n'était pas ça, il faudrait des techniciens. Ils se sont réunis à Mbouela Lodge avec, je crois, actuellement, c'était avec le ministre Serge Condé. Il y a eu des résolutions pour corriger quelques articles avec les états généraux de 2010, mais qui ne sont pas appliqués encore jusqu'aujourd'hui. Est-ce que là, c'est le problème des textes? Les textes existent. Moutamba, il a tout à fait raison, parce que ces assises vont faire mal. Et je sens le malaise du côté de mon frère Kakondé, parce que ça va leur faire mal quand on va faire l'autopsie de la justice congolaise, surtout durant ces 6 dernières années. Vous avez dit qu'il y a effectivement près de 200 magistrats aujourd'hui arrêtés. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de magistrats immoraux et potentiellement corruptibles aujourd'hui qu'il y en avait autant de Joseph Kabila. Il faut quand même être sincère. D'autres temps, d'autres mœurs. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on devient magistrat sans savoir écrire qu'il fut le temps pareil du temps de Mobutu. D'autres temps, d'autres mœurs. Il faut aller doucement. Ne pas dire quelque chose pour ne pas vexer les autres. Non, relatez les faits. Le passé ne vous incrimine pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on a se sentir coupable de ce qui exista. C'est un fait que vous avez cherché un bouc émissaire dans l'intention de M. Kamere, mais finalement, politiquement, vous êtes corrigé. Il ne peut pas m'attaquer pour avoir relaté un fait. Je suis à l'aise là-dessus. Madame, moi, je suis quand même un peu inquiet de ce que je viens d'entendre. Les révisions des différents articles que mon cher ami ici sur la table a fait part, Kalimassi, excuse-moi, nous avons l'habitude pourtant de nous confronter, remettent en question l'indépendance judiciaire. C'est-à-dire que, les États généraux de 2015, à l'initiative d'un ministre, un politique,
les rapports ont été rendus en 2017, il était peut-être Premier ministre de la Justice, mais les ministres de la Justice successifs ont toujours eu ces rapports, ces recommandations. Moutamba les a eus. Qu'en a-t-il fait? Avant lui, il y avait Rose Mutombo. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Voilà la réalité, la responsabilité. Madame Odia a raison de dire que parfois on place des gens par sympathie, par familiarité, mais non pas par compétence ou même par nécessité des réformes. Des réformes, il n'y en a pas eu réellement. Si aujourd'hui on arrive à condamner les magistrats, parce que les textes existent, ces textes-là, c'est la Constitution. Vous vous dites qu'aujourd'hui, non, remettons en question la Constitution comme si la Constitution posait problème. Si les magistrats n'arrivent pas à se comporter en potentat, en dictateur, mais dictateurs de la loi, ils sont là pour dire la loi, non pas pour dire les envies, les désirs du parquet, sous-entend du ministre de la Justice. La seule dictature qui émane, qui gouverne un juge, c'est la loi. Il n'est pas obligé d'être d'accord avec le ministère public, avec le pouvoir politique. Et c'est ça l'indépendance judiciaire. On veut remettre en question parce que cela vous inquiète. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas cela une réforme d'une justice qui concerne tous les Congolais. Là, vous êtes en train de regarder par la petite lucarne pour regarder vos propres intérêts. Et là, nous ne marchons pas dessus. L'autopsie va faire pas mal parce que les lois existantes permettent aujourd'hui d'arrêter un magistrat qui dérive, qui dévie, qui part à côté. Ça permet également de mettre en évidence l'autre aspect. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, comment ça se fait dans un état de droit où il y a une norme juridique, une pyramide de normes où la Constitution est le sommet, qu'un service de renseignement peut vous arrêter, vous créer un dossier, vous ramène devant une justice et ordonne à la justice l'orientation de la décision. Et que les juges se sentent en capacité de prendre une option. Ce sont des réalités vécues, vous pouvez ne pas faire ça. Ce sont des réalités politiques vécues. C'est vécu. Vous ne pouvez pas me dire le contraire, d'autant plus je représente un des clients qui a vécu cela. Si peut-être vous êtes protégé par le pouvoir, mais tout le monde n'est pas protégé comme vous, M. Kouka-Koundé. La majorité des Congolais n'ont pas des relations comme vous. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la justice qui se rapproche de ces Congolais-là qui vivent au fin fond, qui vont se discuter pour leurs poulets, pour leurs chèvres, pour leurs petits bouts de terrain, mais qu'ils aient au moins la garantie que c'est aussi mon pays, et ce que le juge dira, c'est pour mon bien, c'est conforme à la loi, c'est conforme au texte. Les hommes passent, les textes demeurent. On n'est pas contre les assises. On dit simplement qu'il y a un exercice qui a été fait. Qu'avons-nous fait? Qu'est-ce que nous garantit? C'est que ce qui sortira d'ici sera appliqué puisque ce qui était sorti, vous ne les avez pas considérés. Il ne faut pas prendre juste une question de tendance politique, non. Puisque le chef d'État lui-même a fait l'autopsie en disant déjà avant les élections, la justice ne m'aide pas, elle est malade. Et lorsqu'on fait l'autopsie, vous vous sentez mal à l'aise. Non, le chef d'État ne se sent pas mal à l'aise. C'est un devoir pour lui. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. L'institution gouvernement ne fonctionne pas, puisque nous voyons aujourd'hui que certains ministres ont pris des dispositions, ont posé des actes, mais que même le Premier ministre ne saurait y répondre. Aujourd'hui, les débats qu'il y a eu dernièrement à l'Assemblée nationale sur les dépassements budgétaires, on n'a pas appelé le Premier ministre pour répondre de l'argent des Congolais. On ne l'a pas appelé, parce que ça c'est un monde politique, c'est du copinage. Alors la justice mérite un peu plus que cela. La réforme de la justice, madame, nous sommes d'accord, nous voulons bien, nous allons y aller de pied en pied. C'est nécessaire pour nos enfants, pour notre pays, pour notre démocratie. Mais si la démocratie consiste pour vous, si la justice consiste pour vous à vous privilégier, à considérer que tout ce que vous faites, c'est de l'eau bénite, nous dirons que non, nous sommes pluriels dans la République. Nous ne sommes pas obligés de penser comme vous. Vous ne pouvez pas imposer un changement quand on parle des révisions. J'aurais aimé que dans le processus de changement, comme a dit Mme Odia, qu'il y ait une consultation par référendum. Le chef de l'État demande aux Congolais, je voudrais changer la Constitution. Qu'est-ce que vous me dites? C'est la seule procédure qui vaille aujourd'hui. Mais vous le faites en violation de la Constitution. La révision, nous sommes ouverts, mais pas la révision qui remet en cause l'indépendance judiciaire. Parce que ceux juges sont nommés. Le magistrat suprême, le chef de l'État, nomme les hauts magistrats. Il peut le révoquer. Personne n'est au-dessus des lois. Ils peuvent être révoqués jusqu'au petit magistrat, jusqu'au petit instructeur. Ils ne sont pas les tout-puissants. Je le répète, M. Kakonde m'a dit qu'il y en a plus de 200 qui sont en prison. Ils ne sont pas les plus puissants. Mais lorsque la petite justice n'arrive pas à prendre en considération qui est faible, parce que l'autre est puissant, il est mis en prison, et que quand on est en prison, on n'a même pas un document pour dire pour combien de temps je suis là, je ne peux pas sortir, la justice est sévèrement malade.
Monsieur Kakonde, soyez poli. Vous avez dit à Mme Odia de ne pas vous déranger. Je vous ai parlé? Vous n'êtes pas là pour gérer mon temps. On a une présentatrice. Est-ce que je vous ai parlé? Soyez courtois, s'il vous plaît. Est-ce que je vous ai parlé? Faites la même chose que vous demandez à mon parce que moi, je ne vous ai pas parlé. Merci, vous continuez à me déranger, vous agitez dans votre siège. Hein? Allez-y. Ça sert à rien de typer. Donc ça, c'est la réaction stimuli, c'est normal. Donc ça fait mal. J'ose croire que... Je sais que ça fait mal. Mais il faut supporter. Il faut supporter. C'est pour le bien de la République. Il faut supporter. Félix-Antoine Tshisekedi passera. La Constitution demeurera. La République demeurera. Et quelle République vous voudrez? Celle qui voudra se venger de vous? Parce que vous êtes au pouvoir, ça va humilier les uns les autres. Merci. Monsieur Kankonde, on va justement terminer avec vous. Ils ont eu plus de temps que moi. Mais nous sommes à la fin également. Vous allez terminer. Il y aura plus de paroles après vous. Permettez que je chute en douceur. Nous avons encore des paroles. Monsieur Emmanuel Shadari menace la République. Si Monsieur Albert Yuma est traduit en justice pour un problème de 200 millions de dollars, nous allons déstabiliser la République. Ça ne vient pas de moi. Monsieur Shadari marche sur la liberté d'un gouverneur de Olomami qui s'appelle M. Kazembe. La Cour constitutionnelle lui remet dans ses fonctions et la Cour de cassation, M. Shadari dit « Niet ». J'ai du mal à entendre que les gens veulent donner des leçons, c'est comme si ils sont nés à la dernière pluie. Excusez-moi. M. Shadari, M. Tunda Yakassene, un ministre de la Justice, Gardisso, le monsieur tripatouille même les documents officiels. Et j'ai en face de moi les gens qui veulent donner des leçons. Quand on fait un état de lieu, une évaluation de ce qui a marché, quand on cherche une thérapie, que ce soit une thérapie de choc, par rapport à ce qui n'a pas marché et ce qui est en train d'être fait. Je pense que M. Shadari, là où il est, avec ses sbires, il m'entend. Parce que c'est une réalité. Quand quelqu'un vient vous dire ici, oui, voilà, la justice, il n'y a pas de réforme. Les réformes, même dans le monde entier, ça fait mal. Allez en France, vous verrez que les réformes sur les gilets jaunes, il y en a même qui ont été tués. Mais il y a quelque chose de très important que j'ai entendu ici. Quand quelqu'un vous dit, le service de renseignement ont arrêté quelqu'un, ils ont amené quelqu'un devant un juge, un magistrat, et ces gens imposent. Monsieur, vous devez savoir que le service de sécurité de ces pays, comme dans le monde entier, ils ont leur façon de travailler. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Sois calme. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Je vous aide. Ils ne sont pas pas au-dessus de la loi. État de droit. Un peu de politesse, s'il vous plaît. Un peu de politesse. Ça fait du mal à personne. Réciproque. J'y reviens. Vous parlez de service secret, intelligence, comme on le dit. Vous dites qu'ils ont arrêté quelqu'un parce que vous les avez vus. Ils sont allés avec devant un juge que vous connaissez. Et vous dites que nous sommes les protégés. Mais vous avez quitté chez vous, vous êtes venu jusqu'ici, vous a protégé. Madame Odia a quitté chez elle, elle est venue jusqu'ici, tu l'as protégée. C'est la même justice, c'est le même chef de l'État. La moquerie est souvent l'indigence de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin que les choses changent, comme l'a dit Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout marche, rien ne s'arrête. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui est... C'est une bénédiction pour la République et pour l'Afrique. Qui est quand même capable, qui dit lui-même que cette justice est malade, je vais la traiter, il faut une thérapie de choc. Un chef de l'État comme ça, vous l'aurez où? Et entre-temps, nous avons un ministre qui est l'un de leurs anciens collègues, qui connaît les malices des avocats, qui connaît les malices de magistrats, des juges, qui dit, je sais, c'est là où ça leur fait mal. Parce que Moutambe est venu mettre à nu leur manœuvre. Je ne vais pas attaquer les avocats. Je n'ai rien contre eux. J'ai des amis avocats, il y en a qui me frappent. Mais aujourd'hui qu'il y a un problème qui dit effectivement, regardez, le seul ministre qui n'est pas beaucoup plus aimé par les avocats, même les magistrats, c'est Moutambe. Et je vous dis, vous voyez, la première ministre... Permettez, je vais terminer. Regardez la première ministre, on l'a convoquée à l'Assemblée nationale, elle vient là, il y a un ministre qui a fait ça. Mais le travail du gouvernement, c'est un travail d'équipe. Un seul ministre ne peut pas aller sans avoir l'aval, ni de la première ministre, ni de tout son gouvernement, en contradiction avec ce que
Michel venait de le dire ici. Ça, c'est des choses Pour vous dire, croyez. monsieur, calmez-vous, madame Marzel, calmez-vous. On a besoin de réformes. Oui. Les réformes sont en train d'être faites. Il y a une thérapie. Ça va faire mal, mais nous allons y arriver parce qu'il y a la volonté politique, parce qu'il y a des acteurs importants, des acteurs capables qui vont le faire. Ce n'est pas dans les temps où on a vu. Monsieur Jean-Baptiste Kankonde. Nous avons des magistrats qui ont pris les documents scolaires universitaires de leurs frères et ils viennent travailler. Avec Félix Antoine et Dieudonné Kambou-Letta, ça a changé et je le félicite. Nous vous disons encore merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes allié de l'huile épaisse et communicateur justement de l'Union Sacrée. Très bien. Monsieur Henri Kalimasidon, merci à vous. On n'a pas terminé les idées. Vous ne terminerez jamais vos idées ici sur ce plateau. Même sur les révisions constitutionnelles. Il y a eu 2 ans de il y a eu de M. Eric Bissel. La seule chose qu'il a dit d'important, c'est le référendum. Nous allons y aller. Madame Odia, grand merci à vous également, monsieur Eric Bissel. Grand merci également à vous. Au-delà des idées politiques, au-delà de clivage politique, le vrai problème c'est la justice congolaise et cette question mérite d'être évoquée sans parti pris ni complaisance, justement pour permettre à la République démocratique du Congo d'avoir cette justice réellement qui va élever la nation. C'est un réel plaisir de vous tenir compagnie. On se retrouve très prochainement sur ce même plateau de Télé 50.